Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Maxime Rosier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier depuis janvier 2023. Je voudrais évidemment avec vous qu'on puisse évoquer les sujets liés à la justice, liés à l'actualité. Et je voudrais qu'on démarre par ce drame, cette affaire qui tourne beaucoup liée à Philippine, 19 ans, qui a été retrouvée morte. Le suspect est un OQTF, un ressortissant étranger qui était censé quitter le territoire. Beaucoup de Français se demandent si la justice a bien fait son travail. Et la réponse est un peu dans la question pour beaucoup de Français. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Deux observations. La première, qui est une observation un peu spécifique aux OQTF, qui est que pour exécuter les OQTF, il faut des documents du pays d'origine pour le renvoyer. Ces documents sont pas toujours renvoyés. Ça veut dire qu'il y a une partie de la justice, mais il y a aussi une partie du Quai d'Orsay qui doit faire son travail. On peut penser que de ce point de vue-là, ça coince assez souvent, notamment avec un certain nombre de pays d'Afrique où les documents ne sont pas renvoyés. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que le document attendu n'a été adressé par le Maroc qu'après 3 demandes, etc. Ce qui fait que le délai pendant lequel cette personne devait être maintenue en centre de rétention administrative, après avoir purgé sa peine de prison, parce qu'il sortait de prison, a dû être relâché en l'état des dispositions législatives applicables. Donc c'est pas satisfaisant, à l'évidence, c'est même dramatique, mais la justice ne fait qu'appliquer les dispositions législatives en vigueur. Donc on n'a pas pu faire autrement, je crois pas qu'il y ait eu de loupé dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent pour que aussi les Français aient le sentiment que la justice n'est pas laxiste ? Alors, il faudrait deux choses. D'abord, il y a quelque chose d'absolument essentiel à rappeler. C'est sorti, là, c'est très amusant, c'est Bercy qui a sorti ça. C'est à quoi servent 1 000 € d'impôts. 1 000 € d'impôts, il y a plus de la moitié, c'est la protection sociale, dont les retraites, la santé, etc. 90 € l'éducation, on descend, le fonctionnement, 66 € les activités économiques, 31 € la défense, 25 € la sécurité, on continue. Ils nous ont fait c'est très bien fait, c'est une infographie sur le site de Bercy, vous le trouvez, 4 € la justice. 4 € la justice. 4 € la justice. Donc en bas de tableau. Sur 1 000 € d'impôts, la justice, c'est 4 €. Okay, alors que c'est une des prérogatives régaliennes les plus essentielles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'un État, comme qu'est-ce qu'on attendait du roi, c'était qu'il rende la justice, enfin qu'il défende le territoire, qu'il rende la justice. Rendre la justice aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué matériellement, parce qu'il manque du monde, et il manque des moyens, et il manque des budgets. Et quand on dit ça, on ne fait pas la course à l'échalote avec les autres ministères, on est tout en bas. Et pour autant, les ministres qui se sont succédés, Maxime Rosier, disent « Mais non, les moyens sont là, on a fait beaucoup ». Éric Dupond-Moretti, qui vient de partir et laisser la main à Didier Migaud, nous a dit ça au ministère avant de partir. Eh bien, c'est le premier, il faut lui reconnaître au moins ça, qui a mis en place un plan quinquennal pour essayer de faire une forme de rattrapage sur des décennies de budget de misère à la justice, parce qu'elle arrivait en queue de peloton. Bon, il faut lui reconnaître. Le problème, c'est que le coup de rabot, ça y est, il est déjà tombé, et que Didier Migaud, sans lui faire offense, le symbole de l'arrivée du président de la Cour des comptes à la justice est plutôt inquiétant de ce point de vue-là. Donc la première des choses, pour répondre à votre question, c'est évidemment des moyens, parce que la justice, la chaîne pénale, les audiences, elles se tiennent jusqu'à minuit, 2h du matin, sur tout ce qui est correctionnel, etc. Donc c'est juste pas possible. Les juges en font beaucoup, les greffiers en font beaucoup, les avocats en font beaucoup, avec peu. Une fois qu'on a dit ça, j'ajouterais quand même que, au-delà de donner les moyens à la justice de fonctionner à peu près normalement, il y a sans doute encore des questions législatives à faire évoluer, puisque les juges ne font qu'appliquer le droit. Et trop souvent, on le reproche.
de prendre de telle ou telle décision. On voit bien, je parlais de l'affaire Philippines, mais je pourrais aussi parler de ce policier qui a été tué alors qu'il y avait un refus d'obtempérer. Je pourrais aussi parler de ce drame à Vallauris, de la petite Kalia, 7 ans. Enfin, tout ça, les Français ont le sentiment que la justice ne prend pas les bonnes décisions. Alors, les Français ont le sentiment d'abord qu'il y a un développement de l'insécurité dans ce pays, et non pas d'un sentiment d'insécurité, mais de l'insécurité. Et sur ce point, on ne peut pas leur donner tort, que ce soit ça, ou que ce soit tous les conséquences du développement du narcotrafic, etc. Il y a un vrai souci. Sauf que si vous voulez faire respecter l'ordre, comme l'a dit le nouveau ministre de l'Intérieur, il faut que tout ce qui est improprement appelé la chaîne pénale fonctionne. Ça veut dire qu'il faut effectivement la police, bien sûr, mais il faut derrière la justice, et puis il faut la pénitentiaire. Parce que vous allez me parler tout à l'heure de la surpopulation carcérale. Probablement, oui. Mais comment fait-on si on a déjà 3 personnes dans chaque cellule individuelle? Comment fait-on? Donc, on est obligé d'arbitrer. On arbitre. On arbitre avec le peu de moyens qu'on a pour faire au mieux les plus graves, etc. Donc, multiplier les textes qui font plaisir en disant on va être plus sévère, etc. Si on ne peut pas l'exécuter, ça n'a aucun sens. Donc on fait de la politique. Donc plutôt. on fait de la politique. Ouais. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est du baratin. Comment peut y arriver ainsi Didier Migaud? Comment Bruno Retailleau peuvent apporter les réponses que vous attendriez, vous? Il faut remettre... alors, l'expression consacrée des politiques, l'église au milieu du village, la justice, avec d'autres, mais la justice fait partie des pouvoirs régaliens essentiels de l'État. Elle ne peut pas systématiquement, comme c'est le cas, exception faite de la dernière mandature ministérielle, elle ne peut pas arriver systématiquement, budgétairement, en dernière roue du carrosse, parce que ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. C'est-à-dire, on peut pas consacrer des dizaines ou des centaines de millions aux activités économiques ou à autre chose, ou au soutien à l'économie, etc., et ne consacrer que 40 centimes sur 100 € de budget public à la justice. Dans ces conditions, c'est impossible. Et quand je dis justice, il faut savoir que le budget de la justice intègre la pénitentiaire. Quand on dit justice, c'est justice plus prison. Donc, si vous n'avez pas les places, si vous n'avez pas les prisons, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui manque à Montpellier? On parle de moyens globalement en France. Est-ce que vous, qui êtes, je le rappelle, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, vous avez constaté qu'il manquait encore des moyens très importants? Alors, il y a plusieurs choses que je peux vous dire. C'est très intéressant, Montpellier. Parce qu'on est un peu... alors, la justice est la dernière roue du carrosse budgétaire, je l'ai dit. Mais alors, Montpellier, c'est une des dernières roues du carrosse national. Pourquoi ? D'abord parce que Montpellier, l'Hérault, est une des villes et un des départements où il y a un afflux de population, un croît démographique le plus important. Je vous donne 2 exemples. La cour d'appel de Montpellier, c'est la 7e cour d'appel de France en termes d'activité, d'importance, de nombre d'affaires, etc. C'est la seule cour d'appel des 10 premières qui n'a pas de budget opérationnel. Elle est gérée par Toulouse, qui est la 9e cour d'appel. C'est-à-dire qu'elle est gérée par une plus petite cour d'appel qu'elle-même. Okay, ce sont des fantaisies administratives de cette nature. Ce matin, j'étais à la rentrée d'installation des nouveaux magistrats du tribunal judiciaire. Il y a des départs, il y a des arrivées. Aujourd'hui, ça progresse un peu grâce au plan pluriannuel d'Éric Dupond-Moretti, dont on peut penser qu'il va être assez largement raboté, mais ça progresse un peu. Il ne manque plus que 10% des effectifs à la juridiction. Mais 10% des effectifs à la juridiction, sur une juridiction comme celle de Montpellier, c'est considérable. C'est considérable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'État est engagée de façon systématique à raison des délais de jugement en matière de juge aux affaires familiales. On ne peut pas divorcer dans des délais raisonnables et on s'inquiète des violences intrafamiliales. C'est absurde. En matière de délai de jugement pour tout ce qui est prud'homal,
alors même que c'est central, il s'agit du revenu des gens, les conséquences sociales sont considérables. Et donc, vous avez cette situation paradoxale où l'État est condamné à des sommes importantes pour indemniser les justiciables, et que ces sommes seraient nettement mieux employées à recruter des magistrats ou des greffiers. Comment on peut sortir de l'autre défaut constaté par les Français, qui est la lenteur de la justice? Je sais que vous portez une idée de la médiation, et beaucoup d'avocats défendent l'idée qu'on peut peut-être faire autrement, on peut peut-être aller autrement qu'en justice, et essayer de dialoguer. Vous avez raison, mais vous avez raison, mais en réalité, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que effectivement, lorsque c'est possible, ça veut dire lorsque la situation, l'enjeu du dossier, les parties, etc., lorsque les conditions sont réunies, la médiation, c'est une issue qui permet d'aller plus vite, moins cher pour les justiciables, et de régler une affaire, si possible, dans l'intérêt des deux parties. Donc, effectivement, c'est un nouvel outil qui a été poussé également par la chancellerie sous Dupond-Moretti, dont les avocats se saisissent, parce qu'on en a l'habitude de transiger. Là, c'est devenu procéduralement, parfois même imposé dans certaines procédures, pour des toutes petites procédures, mais c'est un nouvel outil qui est consacré et qui est important parce qu'effectivement, quand vous savez que pour obtenir gain de cause sur une indemnité compensatrice de préavis, parce que vous quittez votre emploi ou pour divorcer, mais que le dialogue n'est pas rompu et qu'on peut quand même essayer de faire émerger une solution gagnant-gagnant, eh bien vous gagnez des années de procédure et des milliers d'euros. Donc évidemment, on souhaite, acculturer, que le public sache qu'il y a cet outil, que c'est possible, et que dans certains cas, ça vaut le coup, c'est dans l'avantage de tout le monde, y compris des avocats. Dans un pays pourtant où le dialogue n'est pas toujours au rendez-vous, on a du mal à cultiver quand même la solution négociée, c'est un paradoxe quand même, non ? C'est vrai que pour aller dans votre sens, pour lancer toute cette évolution vers la médiation, la chancellerie est allée voir aux Pays-Bas, est allée voir au Canada, qui sont des pays dont on peut penser que la culture et le tempérament n'est pas exactement le même que le sud de la France, le Midi. Mais pour autant, si c'est bien expliqué, alors on ne pourra pas évidemment utiliser cet outil dans toutes les situations, mais on peut penser quand même qu'avec un effort de pédagogie, les gens vont comprendre que c'est dans l'intérêt de tout le monde que d'échapper à une procédure longue et onéreuse et incertaine. Maxime Rosier, je vous parlais de l'image qu'ont les Français de la justice, laxisme, de la lenteur, ça dépend où on se place évidemment. Ça fait encore rêver être avocat aujourd'hui ? Ah ben ça fait rêver, ouais. Enfin, ça fait rêver. Malgré les contraintes ? Faut pas me le demander à moi, parce que moi je le suis. Donc, vous, ça vous fait encore rêver ? C'est plus un rêve. mais vous disiez à l'instant, l'avocat... on est dans un pays où les tempéraments sont marqués, où on aime l'affrontement, qu'il soit politique, qu'il soit... on a des convictions très fortes, etc. Le métier d'avocat, qui consiste à porter la parole, advocatus, porter la parole d'un tiers dans une procédure, il est fantastique parce que c'est un des derniers espaces, notamment, où on est dans un monde de nuances et où on s'écoute. Même l'Assemblée nationale a donné ces dernières années un spectacle un peu inquiétant, quoique il paraît qu'au 3e République, 4e République, c'était pas mal non plus. Mais le rituel de justice fait que on est en prise, quel que soit le domaine dans lequel intervient l'avocat, avec la complexité des choses, avec la nuance, et on porte des choses humaines. On porte le fait que tous les hommes, les femmes sont empreints de contradictions, que les choses ne sont pas simples, qu'il y a des choses à faire valoir, contrairement à ce que souvent, mais les médias laissent à penser, où on aurait un monde un peu manichéen, fait de bons et de méchants. C'est évidemment loin d'être le cas. C'est évidemment loin. Et donc on cultive cet espace de parole, qui est un espace essentiel à la vie démocratique. Et donc oui, ça fait rêver, ça fait plaisir, et c'est un beau métier. Alors c'est un métier évidemment qui a beaucoup évolué dans une société
faite d'émotions, hein, faite de contradictions, et aussi faite, on en parlait des médias, mais aussi des réseaux sociaux qui traitent de tous ces sujets de justice. Je voulais parler du procès Mazan à Avignon. Comment on peut être avocat? Est-ce qu'on joue réellement et pleinement son rôle d'avocat dans un procès Mazan à Avignon dont on connaît l'aspect sordide, terrible, et alors que toutes les télévisions sont là, que les réseaux sociaux sont là, et que les Français, chacun des Français a un avis? Est-ce que c'est si simple quand on est avocat? Alors, d'abord, c'est pas simple, non. Certainement pas simple. Et surtout pas simple pour la défense. Non seulement, évidemment, du principal artisan de cette affreuse affaire, terrible, mais aussi des 50 individus qui sont tous probablement différents, sur lesquels il y a probablement des choses à dire. Mais aujourd'hui, la voie de la défense, elle est extrêmement difficile parce que, effectivement, il y a cette pression de l'actualité générale, de l'affaire elle-même, et puis de l'époque du temps, de l'humeur du temps, qui nous a rendu à juste titre très sensibles à ces questions, du consentement, etc. Bien. Alors c'est la lourdeur de la charge de l'avocat, c'est aussi sa beauté, parce que l'avocat, c'est celui qui se lève contre la foule. Alors effectivement, aujourd'hui, la foule prompte à lyncher, elle est sur tous les réseaux sociaux, elle est partout, elle s'exprime, on entend qu'elle, etc. Mais finalement, on n'est pas si éloigné de l'époque où Badinter essayait de sauver la tête, parfois de grands criminels, en disant que la peine de mort, c'était pas possible, et où la foule l'attendait dehors, massée, en le traitant l'injuriant, salaud, etc., parce qu'il fallait absolument pendre le prévenu avant même de l'avoir jugé immédiatement. C'est la beauté du rôle de l'avocat. Elle est rendue plus difficile aujourd'hui, incontestablement, par les réseaux sociaux. Certains confrères d'ailleurs en font un usage qu'on pourrait juger discutable. Et puis on est en plein milieu d'un moment justifié. L'émotion des gens est légitime sur tout ça. Le problème, c'est que c'est pas ça l'œuvre de justice. L'œuvre de justice, c'est pas l'émotion des gens. C'est l'équilibre, c'est la nuance, c'est l'équilibre, c'est la nuance, c'est la complexité, c'est rentrer dans un dossier, c'est pas avoir un avis parce qu'on a lu un article dans un journal. C'est pas possible, ça. Et donc, c'est le boulot de l'avocat. C'est encore une fois, d'ailleurs, une des raisons qui fait que ce métier est si beau. Vous vous souvenez d'un bon moment, d'un mauvais moment comme avocat, si vous deviez citer une anecdote ou deux à notre micro? Oui, je me souviens de nombreux beaux moments et aussi de mauvais moments. Ça, votre premier dossier, tiens, votre première plaidoirie au tribunal. Je voudrais vous raconter d'abord autre chose. Là, je vais parler avocat. Moi, quand j'étais à l'école du barreau, à l'époque, c'était une formation à plein temps et j'avais donc dû arrêter de travailler. Je travaillais auparavant pour gagner ma vie. Et puis, quand j'ai eu ce concours, il a fallu que j'arrête de travailler. Donc j'étais encore assez jeune et mon père accepte de me financer un petit peu pour que je puisse tenir le coup sur l'année et demie que ça durait à l'époque. Et puis, au milieu de cette école, j'ai dû malheureusement affronter le deuil de mon père. Bon. Et j'étais juste un étudiant dans une école d'avocat. Et là, j'ai compris ce que c'était que la confraternité parce que alors même que je n'étais pas avocat, le bâtonnier de Lyon de l'époque m'a consenti un prêt d'honneur pour que je puisse finir mes études et m'a offert ma robe. Robe, ça coûte cher. Ouais. Et donc j'ai senti ce que c'était que ce monde très particulier des avocats. Donc c'est un moment que j'aime bien rappeler, même si ça fait référence au deuil de mon père, parce que j'avais perdu mon papa, mais j'étais entré un peu dans une autre famille. Après, les premières plaidoiries, c'est pas facile. Les premières plaidoiries, on arrive au correctionnel, il y a tous les confrères qui sont présents qu'on connaît pas encore, parce que moi en plus j'arrivais de l'extérieur, on connaît personne, il faut se lancer. Et donc c'est des moments intenses. Ouais. C'est des moments intenses, difficiles, où il faut monter au combat. Moi je connais des confrères qui... Deux anecdotes, si vous voulez.
des confrères qui, alors même qu'ils sont expérimentés, hein, la veille de leur grosse plaidoirie, vomissent, hein, sont malades, sont malades de stress. D'autres, à une époque plus ancienne, ne plaidaient jamais sans avoir bu un verre ou deux. Alors on disait, lui, il boit toujours un verre ou deux. Alors du coup, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. Voilà, donc c'est des souvenirs. Oui, il y a des combats fantastiques. Les plus beaux combats en général sont les combats qui partent mal et qu'on arrive à renverser. Ça, c'est des combats fantastiques, c'est des moments fantastiques dans une carrière. Il y a des anecdotes ou des phrases. Quel confrère disait plaider c'est bander, convaincre c'est jouir. Vous préparez beaucoup vous-même vos plaidoiries. Vous disiez il faut évidemment bien connaître ces dossiers, mais ça fait partie aussi de l'enjeu. Alors, évidemment, il faut beaucoup travailler avant pour pouvoir quelque part s'abstraire de ce qu'on a préparé au moment de plaider. Il faut que les choses, quand on plaide, il faut parler, il faut pas lire, hein, il faut convaincre. Donc on s'adresse à quelqu'un ou on s'adresse à plusieurs personnes. Et à partir du moment où on est trop le nez dans quelque chose d'appris ou une audience, ça se sent. Il faut être capable de spontanéité, il faut être capable d'avoir un langage d'oralité direct comme on le ferait sur un marché, etc. Sinon, on devient très vite extrêmement ennuyeux et tout le monde s'endort. Donc oui, il faut à la fois beaucoup travailler avant et peut-être pas trop préparer ses plaidoiries, je crois. Être avocat, c'est aussi avoir des convictions, des valeurs, évidemment. On n'oublie pas que vous êtes l'avocat du CRIF et que vous avez dû plaider pour des dossiers, pour des sujets qui, aujourd'hui en France, ne devraient plus faire débat. J'ai souvenir de quelques affaires encore cet été, après des propos antisémites. Donc c'est aussi avoir des convictions, ou est-ce qu'on les laisse de côté, ces convictions, quand on est avocat ? Il y a les deux. Il y a des avocats militants. Il y a des avocats militants qui l'ont toujours été et qui l'ont fait avec dignité, en respectant leur serment d'avocat. On peut se souvenir de Jacques Vergès, qui plaidait grand avocat de la décolonisation, c'était son truc. On a des avocats militants, on en a aussi à Montpellier. Moi, j'ai un confrère très connu, François Roux, qui était en retraite depuis 2011, qui m'a demandé d'être réinscrit pour défendre les militants FLNKS, qu'il avait défendus depuis toujours à l'occasion des événements de Nouvelle-Calédonie. Ce sont des avocats qui portent en eux à la fois leur serment, mais aussi des convictions intimes et personnelles. On est tous un peu, on a tous évidemment, personne n'y échappe, des convictions, des combats qui nous tiennent à cœur. Pour autant, un avocat, il défend son client à la seule réserve qu'il dispose d'une clause de conscience et que quand il sent pas du tout le truc, il peut dire non, moi je le défends pas. Ça c'est possible à tout avocat de dire écoutez non là moi je peux pas défendre ça. Alors s'agissant du CRIF, moi ce que je voudrais dire c'est que c'est insupportable. C'est insupportable. Mais d'une façon générale, je parle de la communauté juive parce que elle a été malheureusement mise dans une situation absolument insupportable depuis le 7 octobre, même si ça couvait un peu auparavant. Depuis le 7 octobre, c'est dramatique dans notre pays, donc, qui est quand même une communauté qui doit vivre maintenant en toute discrétion, sous peine de violence, voire pire. Donc c'est insupportable. Moi, ce que je défendrais ça, mais c'est pas un combat communautaire. Pour moi, en France, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Donc, le racisme, l'antisémitisme, tout ce qui nous divise, ces espèces de haine là, qui couvent entre communautés, c'est insupportable parce que il faut rappeler que on vit dans un pays fantastique, qui a su justement dépasser de haute lutte, parce qu'il y en a eu des massacres, qui a su dépasser toutes ces saloperies et les voir ressurgir, c'est insupportable. Et donc vous êtes un ardent défenseur du vivre ensemble.
Vivre ensemble. Alors, j'aime pas trop cette expression-là. Cette Ouais. expression, la vivre ensemble, bon, c'est un peu. Bon, moi, ce dont je suis un ardent défenseur, c'est de l'idéal républicain, du fait qu'on ait une seule communauté nationale, qu'en France, tout le monde peut trouver sa place, qu'on juge pas les gens sur leurs origines, qu'on juge les gens sur leurs actes, et que on essaye de faire perdurer là ce qui a été la grandeur de ce pays, ce qu'il est toujours, un pays où finalement on est tous français. Et où chacun peut vivre sa religion s'il le souhaite, comme il le souhaite, dès lors qu'il n'empiète pas sur la liberté des autres. Donc ça, c'est un trésor qu'on a, c'est un trésor. C'est pas le seul d'ailleurs, parce que c'est parfois insupportable de parler que de ce qui va pas. Quand on voyage un peu, on sait à quel point notre système français, à tous égards, est un système qui est magnifique. Ce qui a été construit par nos ancêtres et par la France, par l'histoire de ce pays, c'est magnifique au plan des valeurs, au plan des services qui sont rendus aux citoyens, au plan de l'État et du monde dans lequel on vit, de l'éducation, des niveaux de l'hôpital, etc. Bon, il faudrait quand même un peu d'optimisme et de défense de tout ça, parce que quand on lit ou qu'on écoute la radio, on n'a qu'une espèce de longue plainte, etc. Alors que c'est fantastique ce pays. Fantastique. Fantastique ce pays. Merci Maxime Rosier pour le message d'optimisme qui est mon invité ce soir sur Libre-Échange. Merci beaucoup. Merci. Libre-Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.